Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir convié. C'est un grand honneur pour moi de prendre la suite de Jean et de Marie-Françoise. Je ne suis pas comme eux un scientifique, je suis un homme de l'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le compromis. Donc il y a un peu de science, mais il y a beaucoup de politique, il y a pas mal d'économie, et il y a un peu de fantaisie quand même de temps en temps. Quand on arrive en troisième dans une matinée, eh ben c'est un peu comme dans un cortège officiel, quand on est le chauffeur de la dernière voiture, il faut aller plus vite, ça s'appelle la chaîne de Markov pour les mathématiciens, pour essayer de coller aux voitures qui sont devant. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible, sachant que beaucoup de choses ont été dites et que tout sujet qui vous intéresse, bien entendu, au cours de débat, je pourrais, si je le sais, revenir dessus. Je vais voir d'abord si ça marche, ça marche pas. Voilà. Ça, c'est une carte qui vous montre qu'il y a des tas d'endroits qui sont marqués en marron foncé, où ça se passe mal, c'est-à-dire où il y a de moins en moins d'eau et des crises de l'eau. Alors vous savez ça puisque ça brûle à l'ouest des États-Unis, vous voyez que l'Inde, l'ensemble du monde arabique, ça va mal, et vu de Sirius, c'est-à-dire sur toute la planète, finalement, en France, ça se passe pas si mal par rapport à d'autres. Et donc tout ça, ça dépend à quoi on s'intéresse. Si on s'intéresse à un petit périmètre, et Marie-Françoise a beaucoup insisté sur la notion de territoire, il y a des choses à faire. Si on s'intéresse à un très grand périmètre, c'est-à-dire la planète, alors là, on peut être inquiet. Donc je dis ça parce que il y a très souvent, et on y reviendra tout à l'heure, une angoisse. Avoir de l'angoisse pour les autres, c'est bien et généreux. Avoir de l'angoisse pour soi, c'est égoïste. Voilà ce que je suis en train simplement de résumer très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est le cycle de l'eau. Et ça, c'est le travail de l'UNESCO. L'UNESCO n'a pas encore été cité. À l'UNESCO, il y a le programme hydrologique international. Et il y a un Russe, dans les années 50-60, qui avait mis au point, avec des chiffres que je ne vous citerai pas, mais qui avait mis au point un système qui est le cycle de l'eau, qu'on apprend à l'école primaire, sauf qu'en ce moment, c'est remis en question. Pourquoi c'est remis en question? Et j'arrêterai juste après. C'est remis en question parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe sur la mer, sur les océans. Donc ça rejoint un peu ce que disait Jean tout à l'heure. Et deuxièmement, eh bien, il y a un aspect anthropique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de monde, qui n'avait pas été jugé utile de prendre en compte et qui maintenant est considérable, c'est-à-dire que ça représente au moins 15 à 20% du phénomène. C'est comme pour le réchauffement climatique, on est très nombreux. Alors, quels sont les problèmes? Ils ont tous été plus ou moins, et je dirais même généreusement, traités tout à l'heure. Le premier problème, c'est la démographie, du point de vue de celui qui s'occupe de l'eau. Hein, je n'ai pas dit d'autres points de vue, mais c'est le gros problème. Là où il n'y a personne, il y a de l'eau. Et là où il y a beaucoup de monde, il y a moins d'eau. Donc ça pose un problème. Quand on est sur une rivière comme la Loire, vous rebuvez à peu près 3 ou 4 fois, depuis la source Montgerbier-des-Joncs jusqu'ici Tours, ce qui a déjà été bu. Il faut le savoir. Sur la Seine, c'est 6 ou 7 fois. Dans le nord de la France, c'est c'est 12 fois, disons. Donc, c'est une chose qui n'est pas bien connue et peu répétée, parce que les gens sont dégoûtés. Oui, vous rebuvez les toilettes des prédécesseurs à l'amont. Il faut le savoir. Et dans l'eau souterraine, dans les régions où il y en a de moins en moins, c'est-à-dire par exemple la région Île-de-France, Paris, il y a des recharges
d'eau souterraine, c'est-à-dire qu'on réinjecte dans le sous-sol des choses qui ont déjà été bues et qui sont passées par les toilettes entre-temps. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, il n'y a pas que les cosmonautes qui reboivent leur urine. C'est un point important à savoir. Donc ça n'est pas le cas là où il n'y a pas d'eau. Parce que comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'amont ni d'aval, il n'y a rien. Il y a de la migration. Deuxièmement, l'agriculture. Alors j'irai très vite parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je pourrais en ajouter aussi. L'eau, c'est le meilleur ami de l'agriculture. Sans eau, on ne fait pas grand-chose. Oui, mais du point de vue des gens qui s'occupent de l'eau, l'agriculture, ce n'est pas le meilleur ami de l'eau. Donc ça, il faut savoir qu'il y a là une tension qui s'accroît et qu'il ne faut pas penser que ça se passe bien. Ça se passe mal sur le plan économique. Les agriculteurs ne payent pas l'eau au prix que ça au coût que ça devrait, économiquement parlant. Ils payent moins cher ou ils ne payent pas. Et il y a la pollution. L'eau agricole est très polluée. Et avec toutes sortes de choses dont on pourra revenir dessus tout à l'heure. Je ne suis pas un ennemi de l'agriculture, croyez pas ça. Mais j'ai passé ma vie à me battre avec des agriculteurs, mais on est assez copains quand même. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir dans l'esprit. L'industrie. L'industrie est très polluante, mais de moins en moins, puisque seule l'industrie sans eau s'en tire bien, c'est-à-dire l'industrie de pointe, et l'industrie sans eau existe. Elle est parfaitement dangereuse et risquée comme le reste de l'industrie, mais elle ne s'occupe plus d'eau. Donc il y a l'eau pour la cantine et il y a l'eau pour les toilettes, point à la ligne. Le reste, ce sont d'autres fluides qui remplacent l'eau, comme fluide caloporteur, par exemple. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui choque, parce que pourquoi l'industrie ? Parce que l'industrie répercute sur les prix. Autrement dit, plus ça se passe sur le plan du développement industriel, moins ça se passe sur l'eau, plus les prix augmentent. Et personne ne dit quoi que ce soit. Donc il y a là quelque chose qui n'existe pas dans l'agriculture. De temps en temps, j'essaye aussi d'aider les agriculteurs. Essayez d'augmenter les prix sans avoir l'autorisation, vous n'y arriverez pas. Essayez dans l'industrie, vous y arriverez, et même vous exagérerez parfois. Il y a bien entendu le dérèglement climatique, mais ça, Jean en a parlé très bien et certainement mieux que je pourrais le faire. Alors, tout à l'heure, Marie-Françoise a dit que le futur, c'était difficile à prévoir, et notamment dans le domaine de la démographie. Vous avez là les estimations de l'ONU, et vous voyez que vous avez le droit de dire à peu près tout ce que vous voulez. C'est ça qui est bien d'ailleurs à l'ONU, j'en ai fait partie. C'est qu'il y a une grande liberté de parole, et sur les chiffres, eh bien, en fonction de ce qu'on a comme interlocuteur, on est soit en haut, soit en bas, comme vous voyez, avec une courbe médiane que personne ne prend, mais qui est la médiane des opinions. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer ? Marie-Françoise l'a dit, le problème, c'est l'Afrique. Vous voyez que pour le monde, ça va à peu près. L'Europe, on est en plein déclin démographique. Et l'Afrique, on ne sait pas trop. Donc ça, pour le problème de l'eau, c'est un gros, gros problème. Un mot sur l'agriculture. L'agriculture a évidemment un problème de quantité. C'est pour ça que j'ai mis cette photo, parce qu'elle ne fait pas peur. Mais elle a un problème de qualité. Et celle-là, elle fait peur. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes de pollutions que je qualifierais de classiques, d'organiques, mais il y a des pollutions avec les glyphosates, peut-être, je n'ai pas dit sûrement, peut-être, et avec, bien entendu, tous les éléments perturbateurs endocriniens, ce qui pourrait être le cas pour les glyphosates ou pour les pesticides. J'ai connu une époque où on ne disait jamais le mot pesticide. Donc là, il y a des modes de vocabulaire, et où on disait simplement phytosanitaire. Vous remarquerez dans la presse, si vous écoutez la radio ou la télévision, si vous la regardez, qu'on utilise maintenant le mot pesticide. C'est revenu. Donc, ce n'est pas facile. Si j'étais agriculteur, je serais très inquiet, en fait, parce qu'il y a un peu un doigt qui est menaçant vis-à-vis de la profession.
Ça, c'est pas trop menaçant parce que finalement, là où il y a de l'eau, le cas de la France, en gros, hein, on peut irriguer. Si vous allez en Andalousie, si vous allez en Israël, si vous allez au sud des États-Unis ou au Mexique, vous remplacez l'eau par du goutte à goutte, vous remplacez le champ ouvert par des serres, vous remplacez les paysans par des ingénieurs Bac+8 qui sont dans des combinaisons spatiales, et vous avez une agriculture qui est totalement, non pas raisonnée, mais automatisée. Et donc, il y a une personne, là où il y avait, à notre époque, 3 ou 4 paysans pour 1 hectare, disons, et vous avez la même chose vis-à-vis de 1900, où il y avait 100 personnes dans la Beauce, là où il y en a 3 ou 4 maintenant. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout pour le réchauffement climatique, puisque, en fait, c'est de la plasticulture. L'eau est remplacée par du plastique. L'eau est remplacée par... la gestion des cultures est remplacée par des systèmes informatiques et les gens sont remplacés par des gens qui ne sont pas du tout paysans. Pas du tout, du tout. Donc il n'y a plus que 2%, comme le disait Marie-Françoise, mais là où je suis allé plusieurs fois, je peux vous assurer qu'il y a 0%. Il n'y a plus d'agriculteurs. Il y a des gens qui viennent en camion pour charger ce qui est produit au Mexique et l'emporter vers Chicago. Donc il y a des kyrielles de camions. Donc à tout point de vue, si vous voulez, ça va vers une dépense énergétique, mais il n'y a pas besoin d'eau. C'est un peu comme ce que je disais sur l'industrie tout à l'heure en caricaturant pour aller vite. Ça, c'est ce qui reste de l'industrie. Vous voyez, ce n'est pas brillant. Quand on ne s'en occupe pas et quand l'industrie disparaît. L'industrie qui se renouvelle va bien. L'industrie qui n'arrive pas à s'adapter devient ça. Ce qui est parfaitement polluant. Bon, enfin bon, on s'en arrange. Ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, qui est la sécheresse. La sécheresse a évidemment beaucoup de chances de se développer avec l'incapacité de régler le changement climatique avant beaucoup de décennies. Ça veut dire que des endroits où il y avait quelque chose à brouter ou à récolter sont des endroits qui deviennent désertiques, ce qui entraîne des migrations. Et les migrations, vous savez très bien que ça ne se passe pas bien du tout. Donc ça, c'est une inquiétude planétaire tout à fait importante. La première des migrations, c'est l'Afrique. L'Afrique entre eux. C'est-à-dire qu'il y a 60-70% des migrants qui restent en Afrique, mais qui changent de pays et qui s'entretuent, ça se passe très mal. Le reste vient dans des pays dits développés, membres de l'OCDE. Ça ne se passe pas très bien non plus. Il suffit d'écouter la radio hier, aujourd'hui. Le changement climatique, c'est les inondations. Les inondations, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on ne sait pas comment faire. Les inondations tuent, alors que la sécheresse déplace. Elle tue aussi un peu. Mais les inondations, j'ai eu affaire à ça, ça se passe toujours le vendredi soir, on est vendredi, ça se passe toujours la nuit. On téléphone au préfet, il n'est pas là. On téléphone au service, ils sont en panne, enfin ça ne marche pas. Et les personnes âgées sortent de leur lit, évidemment, l'électricité a sauté. Il y a 10 cm d'eau, ils se noient dans 10 cm d'eau. Et tous les ans, j'avais ça dans un certain nombre de pays au nord de la France. Donc c'est quelque chose qui est mal organisé, avec peu d'argent. Et les assurances assurent là où c'est le plus pratique. Et disons qu'il y a un problème national en France et des problèmes considérables dans d'autres pays. Ça, c'est l'ONU. Il y a un agenda 2030. Tous les 15 ans, il y a un agenda. Entre 2000 et 2015, il y avait les objectifs du OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Ça n'a pas du tout marché, et il y avait 8 objectifs.
du coup, on a remis ça, et pour 2030, entre 2015 et 2030, eh bien, il y a maintenant 17 objectifs, et ces 17 objectifs, là-dedans, il y a l'eau. Les voilà. Donc, vous avez un objectif qui est très important, c'est le plus important, le numéro 1, qui est la lutte contre la pauvreté. En gros, à l'échelle planétaire, là où il y a de l'eau, il n'y a pas trop de pauvres. Là où il n'y a pas d'eau, il y a énormément de pauvres, et ça dure depuis au moins 5000 ans. Donc, ça ne va pas s'arranger très vite. Deuxièmement, il faut manger. Là, c'est l'argument des agriculteurs, c'est quand même eux qui nous font manger, il ne faut jamais oublier ça. Oui, mais ils consomment de l'eau. Et puis le numéro 6, je vais rapidement, c'est l'objectif sur l'eau qui reprend à peu près ce qui existait sous un autre numéro, c'était le numéro 7, lorsqu'il y avait 8 objectifs dans la période de 15 ans précédente. On espère que ça va mieux se passer pour 2030, mais certains, vous en avez un devant vous, ont des doutes. Voilà. Vous avez l'action climatique, là le 13, qui évidemment est lié au 6, et tout ça pour dire, je fais très vite, que ce sont des problèmes complexes. Marie-Françoise l'a rappelé, Jean Jouzel avant aussi, tout est en fait interconnecté. C'est-à-dire qu'on en a parlé, si vous produisez plus d'agriculture, vous avez des ennuis avec l'eau. Mais si vous préservez l'eau, vous avez des difficultés, le tout étant, comme sur un brasero où on fait cuire des saucisses, activé par l'action climatique. Donc c'est compliqué, et il faut avoir en tête, mais je vais aller plus vite, il faut avoir en tête que il n'y a pas un système linéaire, il y a une cause, il y a un processus et il y a un effet. C'est fini ça. Ça n'existe plus dans ce genre de problème. Il y a multiples acteurs, Marie-Françoise en a parlé, et ils sont interconnectés, et quand le scientifique dit quelque chose, le politique dit autre chose, quand on le dit aux Nations Unies, l'Europe va faire mieux, oui, mais le Conseil d'État en France va casser, etc., etc. Et donc il faut savoir que tout est en fait bouclé. Et que réfléchir à l'avenir, c'est connaître à peu près les processus qui vous amènent, ce que je disais au début, à un compromis. C'est-à-dire que tout le monde est mécontent. Quand à peu près tout le monde est mécontent, vous êtes à peu près sûr que vous êtes dans la vérité. Mais vous voyez que c'est une vérité qui est ambiguë. Alors, je sais que de toute façon, vous êtes angoissés par ça, quel que soit l'auditoire. Est-ce qu'il faut boire l'eau du robinet? La réponse est oui, il faut boire l'eau du robinet, non pas parce qu'elle est bonne, mais parce qu'elle n'est pas plus mauvaise que l'autre. L'autre, c'est l'eau qui est dans des bouteilles, comme j'ai là, ici, sachant que ces bouteilles sont intéressantes, puisque c'est un petit morceau de tuyau. L'eau du robinet, ce sont des tuyaux avec de l'eau qui coule dedans. Les bouteilles, ce sont de l'eau fixe dans des bouteilles qu'on déplace. C'est le même métier. Le métier de l'eau potable, c'est un métier plutôt public, plutôt bien commun. Le métier de l'eau embouteillée, c'est un métier de privé. Donc, vous avez là deux grands groupes qui ne s'aiment pas trop. Un groupe qui s'occupe de l'eau au robinet, qui est plutôt l'État, pas uniquement, parce que vous avez deux grandes sociétés privées, mais ça représente 15 à 20%. Dans l'eau embouteillée, ça représente 100%. Il faut savoir ça. Est-ce qu'il faut boire l'eau qui est là? Oui, elle est très bonne aussi. Elle est très bonne, elle a meilleur goût, mais elle est minéralisée la plupart du temps. Ou bien alors, c'est de l'eau du robinet que je mets en bouteille parce que j'ai une autorisation préfectorale. Et donc là, je gagne beaucoup plus d'argent encore. Donc, il faut savoir tout ça. Est-ce que c'est raisonnable de ne pas mettre des carafes d'eau? Oui, c'est raisonnable de ne pas mettre des carafes d'eau parce que, tout simplement, eh bien, au point de vue procès, vous êtes avec un double parapluie plus un parasol protégé devant une plainte que j'ai été très malade parce que j'ai bu de l'eau en carafe dans une conférence. C'est pour ça que c'est... voilà. J'avais oublié les juges. J'avais oublié les normes.
Les normes, c'est à peu près le Moyen-Âge dans les poids et mesures. C'est-à-dire que la tonne à Tours, ce n'était pas la même qu'à Nantes, et encore moins qu'à Bordeaux. Donc c'est exactement ça les normes. J'ai failli être avocat, vous nagez dans les normes et vous arrivez toujours à faire gagner votre client s'il vous paye assez. Donc il faut savoir ça. Ça n'a rien de scientifique, une norme. C'est scientifique pour ceux qui font la norme, oui, mais ensuite il y a ceux qui les utilisent. Et je peux vous assurer que là, on est tout à fait à l'aise quand on n'a pas le bon esprit. Alors ça, c'était simplement pour vous montrer que l'eau, il y a de l'oxygène dedans, et que quand il n'y a plus d'oxygène dedans, ce n'est pas de l'eau gazeuse, hein. Il faut se méfier. Donc, agitez l'eau. Quand vous arrivez dans une maison, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été habitée, tirez la chasse d'eau, d'abord, avant de boire, parce que ça vidange, et ensuite l'eau qui viendra au robinet sera meilleure. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, ce matin. Ça, c'est un tuyau. Donc, j'ai déjà parlé des tuyaux. Et vous voyez, ça, c'est l'eau potable qui arrive chez vous. Elle passe là-dedans. Mais elle n'est pas mauvaise. Mais il y a du chlore ou il y a de l'ozone. Tout ça est à peu près bon. À peu près. Dans un pays développé, c'est plutôt bon. Si vous allez en Égypte, ne faites jamais la bêtise de vous laver les dents avec autre chose que de l'eau minérale. Sinon, vous verrez, vous m'en reparlerez. Mais en Inde, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on risque? On risque tout ça. 1 milliard de malades sur 8 milliards. C'est pas mal, hein? Alors, il y a très peu de Français là-dedans. Enfin, si, il y a les touristes. Mais il y a autrement, bon. Tous les enfants de moins de 5 ans, c'est l'horreur. Hein, notamment la diarrhée. C'est l'horreur. Donc, il y a beaucoup à faire. Alors, ça, c'était le titre, et ça va être aussi presque la conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous n'arrivez pas à être inquiet, eh bien, c'est que le gestionnaire de l'eau aura fait à peu près son métier, sachant qu'il sait très bien que vous vous contentez de peu. Mais vous n'êtes pas inquiet. Bon. L'eau est banale dans ce cas-là. C'est la notion de water security, de sécurité de l'eau. Je vous rappelle que le mot sécurité s'intéresse aux personnes, donc on est très près de la santé publique. Alors que le mot sûreté s'intéresse aux vieux tuyaux que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est-à-dire aux équipements. Tout le monde parle de water security, sachant que débrouillez-vous pour les équipements qu'on ne vous voit pas. Donc je dis ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors de temps en temps, la sûreté, elle n'est pas du tout atteinte, et dans les pays en développement, elle ne l'est pas, en gros. Qu'est-ce que c'est que water security? Ça veut dire que 365 jours par an, 24 heures sur 24, donc tous les jours, et 7 jours dans la semaine, eh bien, vous avez l'eau. Il n'y a pas d'interruption de service. Ça, c'est la première chose qu'on vous demande. Ensuite, il y a suffisamment de quantité, c'est-à-dire que vous ouvrez complètement le robinet, il y a un petit filet d'eau quand même qui coule. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Et troisièmement, eh bien, la qualité est bonne. Sachez que si ça s'interrompt, méfiez-vous, car le coup de bélier, ça s'appelle comme ça, n'est pas loin. Autrement dit, il y a une onde qui, lorsque vous allez remettre, va aspirer toutes les cochonneries qui jusque-là se tenaient tranquilles. Donc ça arrive de temps en temps, et donc vous retrouvez, par exemple, je me souviens, dans le 16e arrondissement, qui est un endroit tout à fait correct au point de vue bien-être, disons, et richesse de Paris, eh bien, il y avait des crevettes qui coulaient dans le robinet. Grande émotion dans la mairie. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une panne. Dans ce cas-là, il faut remettre, c'est assez difficile, remettre en... Bon, alors, si vous allez en Afrique du Nord, il y a souvent des interruptions. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. C'est pas que l'eau, elle est plus mauvaise quand ça marche. C'est qu'au moment des interruptions, ça ne marche pas, et que là, vous risquez beaucoup. Donc, tout ça amène, mais Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader a beaucoup insisté, il y a la philosophie là-dedans. La philosophie, c'est qu'il faut une certaine éthique quand on s'occupe d'eau
qui est la proie, si je puis dire, de beaucoup d'intérêts divergents, voire conflictuels. Donc il faut un certain nombre de valeurs. J'en ai donné une tout à l'heure, il vaut mieux s'occuper des autres que de s'occuper de soi, mais ça ne va pas avec charité bien ordonnée, etc. Mais quand même, essayez de penser aux autres. La bonne gouvernance, qu'est-ce que c'est que la gouvernance ? Vous avez deux systèmes dans le monde, y compris en France. Vous avez un système jacobin, républicain, napoléonien, où l'État central, vous avez la même chose en Chine, l'État central décide de tout et ça percole, si je puis dire, sur la masse des usagers. Puis vous avez un système qui est plus bien commun, qui est plus mutualiste. Les agences de l'eau sont des mutuelles, comme la sécurité sociale, où on met ensemble des intérêts, les gens se battent pour moins payer et gagner le plus possible. Ça, c'est exactement la sécurité sociale. Ça n'a rien à voir avec le système napoléonien centralisé jacobin, c'est un système girondin. Vous savez ce qui est arrivé aux Girondins quand ils sont allés à Paris. Ça s'est très mal passé pour eux. Donc c'est un peu la même chose. En ce moment, c'est plutôt les Jacobins qui gagnent et les Girondins, c'est-à-dire les agences de l'eau, qui petit à petit disparaissent puisqu'elles ont des saignées tous les ans du ministère des Finances. Le vrai service de l'eau, on en a parlé, et la gestion transparente, c'est que la finance, il y a beaucoup de finance dans l'eau, la finance a une pollution qui s'appelle la corruption. Et cette corruption, il faut en tenir compte et dire que c'est mon métier, là, en ce moment, prendre 10%, 15% qui disparaissent, bon, il y a des fuites partout. Prendre 80%, ça, c'est pas correct. Voilà. Mais il y a des gens qui prennent 90%. Donc, je veux dire que tout existe sur cette vieille terre et qu'il faut faire très attention à ça. La corruption, ça va avec la pollution. On peut la réduire, on ne peut pas la supprimer. On ne peut pas la supprimer. Ça fait partie de la vie politique, si je puis dire, de tous les pays. Je ne parle pas ici particulièrement. Donc, il faut vivre avec. C'était la conclusion de Jean Jouzel tout à l'heure. Il faut responsabiliser les usagers. Donc, attention au surpoids, attention aussi au gâchis. Et donc, il faut ne pas être avare, parce qu'autrement, vous mettez à mal le système, mais il ne faut pas non plus tirer dessus. 300 litres par personne et par jour à Paris, 70 litres en Seine-et-Marne, quelques litres dans le Sahel. Donc ça fait réfléchir, si vous voulez. Quelle est la bonne norme ? La bonne norme, elle est sans doute vers les 180 litres. Bon. Si vous allez aux États-Unis, dans le Nevada, eh bien, je prends ça parce que c'est vraiment un désert, vous avez 1000 litres parce qu'il y a l'air conditionné. Vous avez 1000 litres et puis qu'on gâche et qu'on prend pas mal de douches, voire on a 20 piscines, enfin. Donc vous voyez, il y a une limite quelque part. Ça fait partie des choses qui doivent être discutées. Il n'y a pas de norme là, hein, du moment où vous payez. Oui, mais est-ce que c'est la seule décision, l'argent, hein ? C'est ça la philosophie. Je termine par là. Donc j'ai mangé un peu trop ce que j'avais prévu. Je vous incite à vous laver les mains. Pourquoi ? Parce que je suis dans l'actualité, je sais qu'il y a un journaliste par là. Le 19, c'est-à-dire mardi en 8, le 19 novembre, c'est la journée internationale des toilettes. Donc, après les toilettes, il faut se laver les mains. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça me paraît tout à fait raisonnable et il faut le répéter et il faut le faire savoir dans les écoles, etc. Avant d'aller prendre la pause, lavez-vous les mains si c'est nécessaire. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a une journée nationale, enfin internationale des toilettes ? Sur les presque 8 milliards de personnes, il y a 40% qui n'ont pas de toilettes. 40%, ça fait 3 milliards et quelques. Ça fait réfléchir, ça. Autrement dit, bien sûr qu'il faut penser à ce que tout le monde ait de l'eau, et de l'eau au robinet, de l'eau courante, etc. Ça, c'est bien. Mais avoir des toilettes aussi, pour la dignité des personnes, c'est mieux. Or, on en est là. C'est-à-dire que ça fait depuis 50 ans qu'on dit qu'il faut donner de l'eau à tout le monde.
On n'y a pas réussi, mais enfin, c'est quand même, ça vient. Les toilettes, on n'a rien réussi du tout. Ça se fait depuis 5 ans. Alors, pas en France. En France, ça se fait depuis 1940, en gros. Il n'y a pas longtemps, hein. Mais il reste beaucoup à faire dans le monde. Voilà, et puis je vous demande de retenir wash, c'est-à-dire laver. Ça veut dire en fait water, sanitation and hygiene. Ça, c'est très important, c'est-à-dire l'eau, l'assainissement, les égouts, et l'hygiène. On ne peut pas faire l'eau seulement. On ne peut pas faire le WA, water, seulement. Ça ne sert à rien. C'est même du gâchis. Il faut faire ça et ça. Ça et ça signifie que vous multipliez plus que par 2 l'alimentation en eau et la distribution de l'eau. Et que donc, vous avez là un problème qui est que à 1,70 € à peu près, le mètre cube d'eau délivré au robinet, il faut rajouter presque 2 €, plutôt 2, en moyenne, hein, sur la France, pour y arriver. Ça se passe mal. Les gens acceptent de payer pour avoir de l'eau, mais ils n'acceptent rien du tout pour ne pas polluer celui qui est à l'aval, le voisin. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas penser qu'à soi. Alors, je crois que j'ai à peu près terminé, tout à fait, et je vous remercie de votre patience. Merci.